pour tous. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et je vous laisse avec Antonin. Ok, bah merci Alice. Donc effectivement, on va parler de ce qu'on appelle l'astrobiologie, donc toutes les questions qui se rapportent à l'existence et les formes de la vie dans l'univers. Donc on a résumé cette question par la vie grouille-t-elle dans l'univers. Donc on va voir. On va voir aussi pourquoi on a utilisé le terme grouiller. Donc, la thématique de la vie dans l'univers, en fait, je suppose que vous en entendez parler relativement souvent, puisque c'est une question qui revient assez souvent dans les médias, dans la culture populaire, un peu partout, à tel point qu'on a même le Gorafi qui se moque des articles que peuvent faire les différents journaux, puisqu'effectivement, on peut lire souvent que des exoplanètes ont été découvertes, voire même que des exoplanètes dans la zone habitable ont été découvertes. Et donc aujourd'hui, on va explorer un peu qu'est-ce que ça veut dire exoplanète, comment est-ce qu'on les découvre, qu'est-ce que ça veut dire la zone habitable. Et on va essayer d'aller assez loin dans le sujet, et donc on va explorer pas mal de petites notions. Et donc voilà, j'espère que vous êtes réveillés, parce que on va voir un paquet de trucs. Ok, mais alors d'abord, on va commencer par un peu d'histoire sur la façon dont l'humanité a un peu perçu cette question de la vie dans l'univers. Donc on commence évidemment avec les philosophes grecs de l'Antiquité. Donc le premier à parler de cette question que j'ai trouvé, c'est Anaximandre, au 7e siècle avant Jésus-Christ, qui se pose comme un pluraliste. Ce qu'on appelle un pluraliste, c'est ceux qui pensent qu'il existe d'autres mondes qui portent la vie, voire la vie intelligente. Donc Anaximandre, il a une vision de l'univers dans laquelle il y a plein de civilisations et de mondes avec la vie dessus. Mais Aristote, qui arrive donc un siècle plus tard, lui, il pose une vision de l'univers qui est complètement géocentrée. On a la Terre qui est au centre de sphères qui sont imbriquées les unes dans les autres. Et donc, évidemment, ça exclut la possibilité de l'existence de la vie ailleurs dans l'univers. Et en fait, le modèle d'Aristote, aussi bien pour la conception de l'univers, pour expliquer la position des astres, des choses comme ça, mais du coup aussi pour la question de la vie, elle va prédominer pendant vraiment très très longtemps, soit jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Alors pas exactement jusqu'à la fin du Moyen-Âge, parce que au Moyen-Orient, on a quand même des penseurs qui proposent l'existence d'autres humanités, comme le 5e imam chiite, quoi, en 700. Alors, c'est pas évident de dire qu'ils pensent de façon factuelle qu'il existe d'autres humanités dans l'univers, ou si c'est simplement quelque chose de un peu métaphysique, religieux, quoi. Mais en tout cas, voilà, la situation est là. Au Moyen-Orient, on pense qu'il existe d'autres humanités pour des raisons religieuses. En Occident, on pense qu'il n'en existe pas d'autres, aussi pour des raisons religieuses. Et il arrive donc le fameux Nicolas Copernic au XVIe siècle, qui lui remet en cause le modèle géocentrique. Vous savez, c'est celui qui propose que en fait, le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, mais la Terre tourne autour du Soleil. Et en fait, ça, c'est super important pour la question de la vie dans l'univers, parce que ça introduit l'idée que la Terre est finalement médiocre, quoi. C'est quelque chose qui n'est pas si exceptionnel que ça, et qui potentiellement ouvre la porte à l'existence d'autres terres, d'autres étoiles comme le Soleil. Et donc, par exemple, Kepler, il poursuit les thèses de Copernic pour proposer que chaque étoile, en fait, est un monde. Et donc là, on voit qu'on commence à réfléchir à l'idée que, effectivement, il peut exister d'autres formes de vie dans l'univers. Alors, ça se passe pas super bien tout de suite, quoi. Il y a un peu l'Église qui essaye de faire bloquer les choses. On pense au procès de Galilée qui défendait les thèses de Copernic et qui a eu des soucis avec l'Église, qui a dû être censuré et se rétracter. Mais bon, ça finit par s'imposer et finalement, on a vraiment un consensus sur l'existence d'autres mondes. Et il est surtout important à ce propos de parler de Bernard Le Boyer de Fontenelle, qui donc écrit ce bouquin qui s'appelle Entretien sur la pluralité des mondes, et qui lui donc utilise cette médiocrité de la Terre, donc l'idée qu'il peut y avoir d'autres mondes, pour vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on verrait la Terre depuis ailleurs, par exemple depuis la Lune. Et lui, il dit, bon, si on était sur la Lune, on verrait la Terre comme sur la Terre, on voit la Lune. Donc sur la Lune, il y a la vie, et donc en fait, partout, il y a la vie. Et donc voilà, en fait, ça, c'est vraiment ce mec-là qui pose les bases du pluralisme moderne. Et donc, ce pluralisme est dur jusqu'à assez récemment, où on s'est mis à douter. Avec le début d'exploration du système solaire, où finalement, on n'a rien trouvé, quoi. On est allé sur la Lune, on n'a pas trouvé de vie. On regarde dans des télescopes les différents astres du système solaire, on voit rien. Et donc, il y a des gens qui proposent que, en fait, la vie, c'est quelque chose de si exceptionnel, de si compliqué à obtenir, que ça peut être que rare, quoi. Voire même unique.
Mais bon, bah, il y a quand même deux écoles. Il y a toujours des pluralistes comme Carl Sagan qui défend vraiment l'idée que, bah, en fait, il existe aussi d'autres civilisations. Mais en fait, les pluralistes modernes, ils ont été bien embêtés par un certain Fermi, qui est prix Nobel de physique, et qui a énoncé ce qu'on a appelé par la suite le paradoxe de Fermi. Il dit, ouais, mais alors, si vous êtes pluraliste, si vous dites qu'il y a vraiment la vie partout, quoi, et surtout s'il y a d'autres civilisations, et que nous, on cherche activement, hein, comment ça se fait qu'on ne les ait pas trouvées? Et donc là, on a un petit peu cette espèce de doute à la fin du XXe siècle où personne n'a vraiment un avis tranché. Et d'ailleurs, j'ai oublié de faire ça au tout début, mais je voulais faire un petit sondage dans la salle sur qui pense que la vie existe ailleurs que sur Terre. Est-ce que vous pouvez lever la main? Ah la vache. Ok, presque tout le monde, quoi. Et qui pense qu'il y a d'autres civilisations. Donc la vie, mais non seulement la vie, mais complexe et intelligente. Ok, un peu moins, mais quasiment, ouais. Ok, un tiers. Ok, mais sauf que maintenant on est beau avec tous ces doutes et ces gens qui ont dit moi je pense que, et tout ça, mais qu'est-ce que la science va pouvoir nous apporter là-dedans et les observations. Donc ce qui serait intéressant déjà, c'est d'avoir une méthode d'enquête un peu pour essayer de répondre à cette question. Savoir dans quelle direction on va aller, qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce que quelqu'un a une idée un peu de comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à la question de l'existence de la vie ou non dans l'univers? Ok, bon, je vous le spoil tout de suite. Ça, c'est une équation, peut-être ça fait peur, mais c'est une équation qui est vraiment pas très compliquée. Certains dans cette salle appelleraient même pas ça une équation, je suppose. Mais donc, on appelle ça l'équation de Drake. C'est un physicien encore qui s'appelle Frank Drake, qui propose cette équation pour essayer estimer un nombre de civilisations communicantes dans l'univers. Donc c'est une équation qui est très naturelle en fait, c'est comme jouer au qui est-ce, quoi. On retranche. On dit, bon, bah, il y a tant d'étoiles, ok, bon, bah, il y a combien d'étoiles qui ont des planètes, ok, combien de ces planètes peuvent être habitables, ok, combien de ces planètes habitables voient la vie apparaître, ok, combien ont une vie intelligente, combien ont une civilisation, et combien de temps la civilisation vit. Bon, très bien. Est-ce que ça vous paraît vraiment pertinent comme méthode d'enquête? Non. Ah ouais? Pourquoi? Bah, bon, ok, on a un lâche dans l'assistance. Oui, évidemment qu'il va y avoir des problèmes avec cette méthode d'enquête, et en fait, on va commencer avec ce qu'on a, et on va essayer d'avancer, et puis voir qu'est-ce qui va pas, quoi. Mais déjà, vous voyez qu'il y a des choses, mais comment est-ce qu'on pourrait savoir la probabilité qu'une civilisation devienne communicante? On voit déjà que, bon, c'est pas gagné. Alors nous, on va, d'un point de vue scientifique, se restreindre au terme du milieu, parce que bon, on va commencer par l'existence de la vie, on discutera un petit peu de la vie dans l'univers, mais de la civilisation, pardon, mais on va vraiment commencer avec la vie. Je vais laisser de côté aussi le terme qui nous parle du nombre d'étoiles en formation dans la galaxie, parce que moi ça ne m'intéresse pas beaucoup en fait, et je suppose qu'il y en a beaucoup de toute façon. Ce qui va nous intéresser là, c'est comment est-ce qu'on connaît l'existence de planètes autour d'étoiles, si ces planètes sont habitables, et puis surtout qu'est-ce que ça veut dire habitable, et puis si la vie apparaît, quoi. Bon, bah on est parti. Donc d'abord on commence avec la détection des exoplanètes. Donc déjà, exoplanète, bah, il faut imaginer une planète, on est sur une planète, donc je pense qu'on voit à peu près ce que c'est une planète, mais on sait qu'il peut y avoir des planètes d'à peu près toutes sortes, quoi. Il y a des planètes qui sont grandes, des pleines de gaz, comme Jupiter, et des planètes qui sont comme la nôtre, du caillou, quoi, du caillou et de la flotte. Bon, on va commencer simple, on va commencer sur planète, peu importe la planète. Après, on raffinera, parce que vous vous doutez bien que une planète complètement gazeuse, ça va pas être les candidats les plus pertinents pour l'existence de la vie. Donc ensuite, on se restreindra aux planètes qui sont ce qu'on appelle telluriques, fabriquées avec du caillou. Mais bon, là, d'abord, sur les méthodes de détection, c'est valable pour toutes les planètes. Alors si je vous dis qu'il y a des étoiles, on les regarde, et elles changent de couleur. Pourquoi les gazeuses seraient défavorables à la vie? J'en discuterai, promis. On va en discuter. Déjà, on n'a pas d'exemple de planète gazeuse habitée pour ceux qui ont pas entendu. Bon, en tout cas, si je vous dis que des fois on observe des étoiles et elles changent de couleur. C'est bizarre, non? Ça vous évoque quelque chose peut-être? Non, ça. Pardon? Selon leur âge?
Et là, donc dans l'image, non seulement elle change de couleur, mais en fait de façon périodique, quoi. Elle devient un peu plus bleue, puis un peu plus rouge, puis un peu plus bleu, puis un peu plus rouge. Intéressant, non? Bon, de toute façon, on va pas passer par quatre chemins. On parle d'exoplanètes, donc si je parle de l'oscillation de la couleur de l'étoile, ça va avoir à voir avec l'existence d'une exoplanète autour de l'étoile. Alors déjà, on va se poser la question, mais qu'est-ce que c'est la couleur alors? Puisque cette couleur change, à quoi c'est lié? À quoi ça peut être lié? Déjà, qu'est-ce que c'est la couleur? La couleur, dans le cas d'une étoile qui émet de la lumière, donc c'est les propriétés de l'onde lumineuse émise par l'étoile. Cette onde, elle est caractérisée par une fréquence qui est le nombre de signaux qu'on peut mettre dans un pas de temps. Et c'est à peu près équivalent, moyennant la vitesse de déplacement de l'onde, à la longueur d'onde, qui est l'écart entre chaque petit signal, quoi. Et donc il se trouve qu'une onde qui a une grande longueur d'onde, donc une faible fréquence, ça correspond à la couleur rouge dans le visible. Alors on dit faible, là c'est relatif à tout ce qui est visible. Il existe des ondes qui ne sont pas visibles. Mais en tout cas dans le visible, une onde de grande longueur d'onde c'est du rouge, et une onde de faible longueur d'onde, donc de grande fréquence, c'est du bleu. Bon, très bien, ça nous dit que la fréquence change, la fréquence d'émission de l'étoile change. Mais est-ce que c'est vraiment la fréquence d'émission de l'étoile qui change? En fait, il y a un truc assez marrant dans la vie, c'est l'effet Doppler, qui nous dit que s'il y a une source d'onde qui se déplace par rapport au récepteur, et ben en fait le récepteur il va percevoir l'onde d'une façon différente et qui est complètement liée en fait au déplacement de l'émetteur. Donc l'exemple classique de l'effet Doppler, c'est quand vous entendez une ambulance qui passe dans la rue, bah, ça devient un peu plus aigu quand elle s'approche et puis ça devient un peu plus grave quand elle s'éloigne. Là par exemple sur cette animation, donc on voit une voiture, d'accord, elle émet des ondes, c'est les ondes du bruit par exemple de son moteur, et quand elle avance, en fait chaque train d'onde est émis à chaque fois de façon déplacée, puisque la source se déplace. Et donc on met plus de trains d'onde dans le même pas de temps finalement, et donc on augmente la fréquence qu'on mesure. Et derrière la voiture, vous voyez, bah, si jamais mon récepteur il était derrière la voiture elle s'éloigne du récepteur, et en fait les trains d'onde sont émis un peu plus loin à chaque fois, et donc la fréquence qui est mesurée est plus faible. Bon bah super, alors c'est l'effet Doppler cette histoire d'étoile. Ça veut dire que cette étoile, elle s'avance et elle se recule par rapport à la Terre. Elle bouge par rapport à la Terre. Bon. Et ça va venir de la présence ou non d'une... Enfin, la présence et les caractéristiques d'une planète qui pourrait orbiter autour de cette étoile. Donc, voilà, là j'ai dessiné, j'ai animé même un petit système où il y a juste une étoile et une planète. Et vous aurez remarqué que bah, l'étoile, là, elle tourne autour d'un point. Et c'est en fait cette orbite autour d'un point qui va nous renseigner, en fait, qui va créer l'effet Doppler. Alors pourquoi est-ce que cette étoile orbite autour d'un point? En fait, pour ça, il faut saisir ce que c'est le centre de masse d'un objet ou d'un système. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des jouets comme ça, mais vous voyez, c'est bizarre quand même, on le penche, puis il ne tombe pas. Moi, si on me penche, bah, je tombe, quoi. En fait, il faut imaginer que moi, mon centre de masse, bah, il est quelque part par là. Mes pieds, ils sont là. Mon centre de masse, il est au-dessus de mes pieds, donc je me tiens debout. Si jamais je me penche trop, mon centre de masse, il sort de mes pieds et je tombe. Et en fait, là, cette poupée, ben, le trick, c'est qu'on a mis beaucoup de masse en bas et que du coup, le centre de masse est très bas. Ok, maintenant le lien avec notre petit système. Je vais faire un dessin. En tout cas, je vais même faire un dessin de girafe, parce que moi, je suis biologiste, j'aime bien les girafes. Donc, on va faire des petites devinettes un peu là. Je dessine d'abord le corps de ma girafe. Elle est belle, hein. C'est un peu une patate, quoi. Pour l'instant, on ne dessine pas le cou. Sans le cou, alors, où est-ce que je vais mettre le centre de masse de ma girafe, à votre avis? Ma girafe, elle est symétrique, c'est juste une patate. En plein milieu, là? Ok, il a 4 là. Bon, bah ça tombe bien, il est au-dessus des pattes, quoi, donc elle devrait tenir debout, ma girafe. Tout va bien. Maintenant, si je rajoute un gros cou à ma girafe avec une tête. Ça, c'est de la masse aussi, hein. Maintenant, le centre de masse, il va être où si je rajoute ce cou? Décalé vers l'avant, ok, super. Bon, elle tient toujours debout. Donc ça veut dire, si je veux pousser une girafe et la faire tomber, je vais plutôt la pousser vers l'avant que vers l'arrière, quoi, pour faire entraîner la girafe. Bon, et si je vous dis, c'est pareil, en fait, la girafe et mon système, là. Parce que si ma girafe, je me mets à la faire tourner, je la prends et je la fais tourner comme une toupie. Elle va tourner autour de quel point? Et bien en fait, elle va tourner autour de son centre de masse, elle va nous faire un truc comme ça, et vous avez la tête qui va faire une autre orbite comme ça. Et vous allez voir le corps, on va pas voir le corps tourner autour d'un point. J'ai juste fait tourner ma girafe sur elle-même. Ben en fait, le corps, il est quand même un peu... Enfin, vous voyez, il tourne sur un point, quoi. Eh bien, mon étoile, c'est le corps de ma girafe, et ma planète, c'est comme la tête de la girafe. C'est-à-dire que l'étoile, par exemple, si elle est très massive, bah, le point autour duquel elle va tourner,
eh ben, il est dans l'étoile, en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas l'impression que l'étoile orbite autour d'un point, mais en fait, elle oscille quoi, autour d'un point, et en fait, ça va dépendre de la planète qui est autour. Et alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous voyez, quand je fais tourner ma girafe, bah, les fesses de ma girafe, elles vont être toujours à l'opposé de la tête de ma girafe, quoi. Donc si je sais où sont les fesses de ma girafe, a priori, je sais où est la tête. Bon, bah c'est pareil. Et du coup, en ayant le changement de fréquence quoi, de luminosité de mon étoile, j'ai la trajectoire qu'elle fait autour d'un point, et donc j'ai la trajectoire et même la masse de la planète. Donc en fait, avec ça, on a déjà énormément d'informations. On sait où est la planète par rapport à son étoile, et quelle masse fait la planète. Bon, super. Il y a quand même quelques problèmes à cette méthode. Déjà, il y a faut réussir à détecter ces petits changements de fréquence, quoi. Et il faut regarder très précisément le spectre d'une étoile, parce que là, mon animation, c'est très très exagéré, hein. J'ai dû faire osciller mon étoile à 1/10 de la vitesse de la lumière pour produire cette animation. Ok. Donc dans la vraie vie, en fait, on voit rien. Pour nous, elle est jaune tout le temps, quoi, l'étoile. Donc il faut des instruments extrêmement précis pour détecter ça. Et plus la planète est petite, moins elle va faire osciller l'étoile, moins ce sera visible dans le spectre. Donc, on va repérer que des planètes qui vont être plus grosses. On a aussi le problème que, là, vous voyez l'œil de l'observateur que j'ai mis, il est dans le plan dans lequel la planète orbite. Vous voyez, il y a la planète qui passe entre l'étoile et mon observateur. Mais si jamais moi je regardais là, dans l'axe comme ça, là, depuis le tableau, en fait, l'étoile, elle fait ça, mais elle ne se déplace pas par rapport à moi plus loin ou plus près. Donc en fait, je ne verrai pas ça. Donc en fait, on est déjà très restreint sur la quantité de systèmes qu'on peut observer. Mais bon, c'est déjà pas mal. Et à l'heure actuelle, c'est la méthode qui nous a permis de détecter le plus d'exoplanètes. Là, j'ai mis un petit exemple qui est celle d'un écosystème, c'est mon côté biologiste, je suis désolé, d'un système stellaire lointain, à 20 années-lumière, dont tout le monde s'en fout, comme dirait le Gorafi. Ok, autre méthode maintenant. Je vous ai dit, bon, là, si jamais on est dans le plan dans lequel la planète passe entre l'étoile et nous, en fait, tout simplement, on peut repérer quand l'étoile passe, ça fait diminuer la luminosité de la planète. Bon, voilà. Et on a déjà pas mal d'informations, parce que si jamais on mesure à plusieurs temps différents, on a la régularité avec laquelle la planète passe entre nous et son étoile, et donc on a des informations sur son orbite et sur sa distance à l'étoile. On a aussi des informations sur sa taille, qui va nous renseigner, sa taille et sa distance à son étoile, qui va nous renseigner sur la quantité de lumière qu'on reçoit en moins quand elle passe devant. Ça, c'est une méthode qui est un peu plus compliquée à mettre en œuvre, parce que ça demande encore plus de précision, mais on s'en sert beaucoup. Et en fait, il y a les mêmes problèmes qu'avant, c'est-à-dire que on est obligé d'être dans la bonne direction pour observer la planète qui passe devant son étoile. Bon, maintenant, une troisième méthode qui va peut-être vous sembler la plus naturelle, mais qui est la plus récente et la plus compliquée à mettre en œuvre, c'est la méthode de l'observation directe. C'est-à-dire vraiment, on ne s'embête plus, on met un gros télescope et en fait, on voit les planètes autour de l'étoile. Et en fait, ça, c'est une prouesse technique parce que si vous regardez une étoile, mais c'est comme regarder le soleil, en fait, vous êtes complètement ébloui et vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a autour. Du coup, on est obligé de faire ce qu'on appelle un coronographe qui cache la lumière de l'étoile et qui nous permet en fait de regarder le rayonnement des planètes qu'il y a autour. Parce que oui, les planètes rayonnent, en fait, la Terre rayonne dans une lumière qu'on ne voit pas, mais la Terre rayonne faiblement, elle rayonne. Et en fait, les planètes font ça aussi. Et donc là, en fait, on a vu c'est une série d'images prises à des temps différents, et on voit plusieurs exoplanètes orbiter autour de leur étoile. Voilà, et ça c'est un autre système lointain dont tout le monde s'en fiche. Et alors, ce qui est intéressant à voir aussi sur cette image, c'est que vous voyez l'échelle là qu'elle a, le petit trait blanc, c'est 20 unités astronomiques. Donc c'est 20 fois la distance qu'il y a entre la Terre et le Soleil. Donc essayez d'en prendre une, vous verrez que vous êtes tout près de la zone où il y a plein de saletés qui sont dues à l'observation. Donc en fait, on peut voir que des planètes qui sont vachement loin de leur étoile. Mais bon, c'est déjà pas mal. Et en plus, on peut voir dans un autre plan que celui de tout à l'heure. Donc finalement, on a des méthodes pour détecter pas mal de systèmes et avoir plein d'informations sur nos étoiles et sur les planètes qui les orbitent. Alors, je vous ai dit, on repère surtout les grosses planètes, tout ça. En fait, il se trouve que les grosses planètes, c'est comme dans le système solaire, on pense, en tout cas. On n'est pas encore super sûr avec la façon dont on voit les choses, mais ces grosses planètes, elles sont très probablement gazeuses, en fait. Donc, on est bien, on arrive à repérer plein d'exoplanètes, mais en fait, essentiellement des planètes gazeuses. Après, avec plus d'informations, par exemple, quand on voit une petite planète ou une planète qui est très massive par rapport à sa taille, on se dit, bon, elle est faite avec du caillou, quoi. Mais il faut se rendre compte que même quand on vous dit dans les articles de presse, on a trouvé une exoplanète habitable sur l'étoile machin truc là, en fait, le plus souvent, on a juste repéré qu'il y avait peut-être une planète autour de cette étoile, et puis surtout, on
on pense qu'elle est peut-être faite de cailloux, mais on n'est pas sûr. Donc en fait, on est encore dans le flou, mais bon, on a déjà des outils un peu pour réfléchir à tout ça. Ok. Mais maintenant, est-ce qu'elles sont habitables? Qu'est-ce que ça veut dire habitable? Comment est-ce qu'on détecte qu'elles sont habitables? Je vous ai dit, on peut avoir la distance de la planète à son étoile. Et en fait, jusque-là, bah, les physiciens, vous savez, c'est des gens simples, hein. On leur dit, super, tu as l'information de la distance de ta planète à ton étoile, qu'est-ce que ça va dire? Ils disent, ok, bon, on va faire un modèle super simple de température de la planète en fonction de la puissance de l'étoile et de la distance de la planète à l'étoile. Et ils disent, ok, bon, bah, on va essayer de voir si on ne peut pas estimer une température à la surface de la planète. Et on va dire c'est habitable quand cette température est dans une gamme qui permet l'existence d'eau liquide, et sinon, c'est pas habitable. Ok. Bon, bah, c'est que ça, là, quand on vous dit on trouve des planètes habitables autour de Gliese, bah, c'est fait comme ça. Mais nous, ça ne va pas trop nous satisfaire. On va quand même se poser un peu plus la question de l'habitabilité. Mais est-ce que ça a vraiment du sens de dire c'est habitable que s'il y a de l'eau liquide? Je ne sais pas ce que vous en dites, mais c'est pas forcément évident, quoi. Puis surtout, ça a été fait par des physiciens, cette estimation. Donc nous, biologistes, on doit un peu réfléchir et aller plus loin sur ce que c'est habitable. Parce qu'après tout, la vie, c'est notre domaine, quand même. Déjà, je vais énoncer un certain nombre de problèmes autres que ça qui interviennent, juste pour un petit peu enrichir la notion d'habitabilité, mais toujours à un sens un peu plus physicien. Le premier problème, c'est qu'en fait, cette notion de zone habitable, bah, elle n'est pas applicable partout dans la galaxie. Puisqu'en fait, on pense qu'il y a des zones de la galaxie qui sont de toute façon pas habitables, quelle que soit la distance de la planète à son étoile, quelle que soit la température de la planète, pour des raisons qui viennent de, au centre de la galaxie, on a énormément d'étoiles, il se passe plein de choses, il y a plein de rayons super puissants qui viennent tout casser, il y a des supernovas, donc des explosions d'étoiles qui arrivent, enfin il se passe n'importe quoi. Donc là on dit ok, bon on laisse tomber, on dit c'est pas habitable. Et plus loin on dit ouais, mais alors nous, la façon dont on a dit que la galaxie devait se former, sur les bords ça doit être que du gaz. On dit ok, bon bah c'est pas habitable. Bon, donc il y a déjà un petit peu des petites nuances. Autre nuance, ça c'est un élément qui est assez intéressant, c'est ce qu'on appelle la rotation synchrone. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu que la Lune avait une phase cachée, qu'il y a une partie de la Lune qu'on ne voit jamais. En fait, ça vient du fait que la Lune, elle tourne sur elle-même aussi vite qu'elle tourne autour de la Terre. Du coup, elle présente toujours la même face. C'est le cas qui est à gauche, là. Vous voyez? Ok, bah ça, en fait, ça vient du fait que deux cailloux qui se tournent autour, quoi, ils exercent chacun sur l'autre des forces de gravité. Et ce pas des cailloux qui sont complètement rigides, ça se déforme. Et en fait, cette déformation, c'est ce qu'on appelle les marées. Donc sur Terre, les marées, c'est exactement ça. Ça vient de l'influence gravitationnelle à la fois du Soleil et de la Lune. Et la Lune, avant, avait des marées, avant d'être en rotation synchrone. Et ces marées, en fait, étaient tellement puissantes qu'elles ont dissipé très vite l'énergie de rotation de la Lune. Parce qu'en fait, il faut s'imaginer que c'est comme si on freinait une roue de vélo, en fait. On freine une roue de vélo, et en fait, on dissipe l'énergie de rotation de la Lune sur elle-même dans les frottements de la matière, enfin dans les frottements des marées, quoi. La marée, ça fait déplacer de la matière par rapport à de la matière, ça fait des frottements, et ça nous fait dissiper de l'énergie cinétique, qui est donc l'énergie de rotation de la Lune, et du coup qui ralentit. La Terre aussi ralentit par rapport au Soleil. En fait, tout a tendance un peu à se caler sur des synchronisations comme ça avec les astres autour desquels ça orbite. Et alors parfois, enfin même pas parfois, on peut juste imaginer que le cas de la Lune peut se transposer au cas d'une planète. Imaginez sur la Terre, là demain on arrête de tourner, enfin on tourne sur nous-mêmes aussi vite qu'on tourne autour du Soleil. Donc c'est-à-dire qu'il y a la moitié de la Terre il fait jour tout le temps et l'autre moitié il fait nuit tout le temps. On est mal là quand même. Du coup il fait super chaud à un point de la Terre et super froid à l'autre point, quoi. Puis surtout, il n'y a pas de lumière, enfin, le plan, tout ça, on imagine que ça pose problème. Alors du coup, il y a des exoplanètes, on les détecte et elles sont dans des endroits où on se dit, ouais, bah alors là, elles ont dû se mettre en ce qu'on appelle donc la rotation synchrone et se caler se caler quoi, en regardant toujours leur astre. Du coup, on réfléchit, on se dit, mais ok, bon, bah alors, est-ce que ça veut dire que c'est vraiment pas habitable ou est-ce que ça veut dire que c'est habitable? On sait pas. Du coup, là, les physiciens, ils sont trop contents, ils font des nouveaux modèles de température sur la planète, en disant, ok, bah, cette fois on met une atmosphère, on va voir en fonction des propriétés de l'atmosphère, qu'est-ce que ça va nous dire sur la température et sur l'existence de d'eau à la surface de la planète. Donc là, par exemple, c'est le résultat d'un article qui parle donc de Alpha Centauri B, qui est l'exoplanète la plus proche de nous, et on pense qu'elle est en rotation synchrone avec son étoile. On dit, ok, bon, bah, s'il y a telle atmosphère, alors là, c'est une fournaise pas possible, il se passe rien, mais là, on trouve des compositions dans lesquelles c'est possible qu'il y ait des températures assez clémentes sur certains endroits de la planète. Ok, bon, bah du coup, encore une nouvelle façon de nous dire la zone habitable, bon, bah peut-être qu'elle n'est pas habitable partout, ça dépend de plein de choses, faut aller plus loin. Ok, un autre problème. Là, je ne sais pas si vous connaissez la notion d'obliquité. En gros, la Terre, ok, elle a son axe et elle tourne autour de son axe. Mais son axe, il n'est pas complètement droit comme ça. Il est un peu incliné.
Et donc on a le Soleil, et la Terre, elle tourne comme ça. Et en fait, vous voyez qu'à cause de cet axe, il y a des moments où il y a des parties de la Terre qui sont plus près, plus proches, plus près, plus loin, qui reçoivent la lumière de façon plus ou moins inclinée par rapport au Soleil. Et c'est ça qui est à l'origine des saisons. Maintenant, imaginez si cet axe de rotation de la Terre, il s'inclinait complètement, par exemple à 90 degrés. Ouais, c'est pareil, même qu'à tout à l'heure, on est mal. Il y a des endroits où il y a de la lumière tout le temps et des endroits où il y a de la lumière nulle part. Ok. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent ou pas? Alors là, à droite, j'ai une figure qui paraît un peu compliquée. On va surtout pas s'intéresser à cet axe-là. Là, on a l'obliquité. D'accord? Et là, c'est en noir, c'est les trajectoires possibles de la Terre en termes d'obliquité au cours du temps. Nous, on est là. C'est sympa, on n'a pas une obliquité trop grande, tranquille, on a des saisons, quoi. Dans 1,5 milliard d'années, les modèles nous prédisent qu'on va rentrer dans un régime où cette obliquité elle va changer tout le temps, très fort, et on va même pouvoir arriver à des 80 degrés, quoi. Dans 1,5 milliard d'années, on va avoir des graves soucis climatiques. Alors peut-être qu'on a d'autres priorités, mais en tout cas, voilà, quoi. Et il se trouve que sur Mars, on a découvert que Mars, elle avait fait ça pas mal. Elle a joué à la toupie un peu dans son histoire. Elle a eu des obliquités assez intenses, quoi. Ok, donc super. Même Mars et la Terre qui sont dans des zones habitables, pourtant selon la définition des physiciens de l'origine, quoi. Même ça, il peut y avoir des soucis. Ok, bon. On garde ça en tête. Oui. Pourquoi c'est pas linéaire en fait? Parce qu'en fait, là, on est dans un système solaire où il y a genre 8 planètes, plein de cailloux dans tous les sens, et tout ça fait de la gravité sur tout ça, quoi. Et en fait, il se trouve que c'est chaotique. La petite étape 2, là, je comprends pas pourquoi le fait qu'il y ait une partie de la planète, il n'y a pas de lumière, que ça a quelque chose à voir avec le fait qu'elle soit habitable ou pas, parce que la partie lumière ou la partie sera aussi habitable que si ça tournait. Bah, même problème que tout à l'heure. C'est-à-dire que si c'est toujours la même partie, mettons le pôle nord de la Terre, il regarde le Soleil comme ça. Bon, bah, si c'est exactement comme tout à l'heure, on a la moitié de la planète qui reçoit de la lumière tout le temps et la moitié qui en reçoit jamais. Ben, c'est pas une question facile à répondre de savoir s'il va faire trop chaud ou pas, quoi. Partout. Peut-être qu'il va faire trop chaud partout, peut-être qu'il y aura des endroits qui sont encore habitables. Justement, on ne sait pas. Mais tout ça, c'est pour dire qu'en fait, cette notion de zone habitable définie comme une distance à l'étoile, ça nous dit finalement qu'on n'a pas grand-chose. D'ailleurs, on va parler de nous, nous biologistes, qu'est-ce qu'on peut dire en fait de la notion d'habitabilité? Parce que jusque-là, on a dit habitabilité, je ne vous ai même pas posé la question, ni même je me suis posé la question de qu'est-ce que ça voulait dire. On a dit c'est de l'eau. Mais là, il va falloir définir vraiment ce que c'est habitabilité, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment de... Enfin, ok, on peut mettre la vie dessus, qu'est-ce que c'est, mais si c'est vraiment mettre la vie dessus, donc trouver des environnements dans lesquels la vie peut exister, bon bah quand même sur Terre, la vie elle existe dans des endroits mais complètement improbables, hein. La vie on la trouve à des kilomètres de profondeur dans la croûte terrestre, on la trouve à des centaines de mètres en altitude dans l'atmosphère, on la trouve dans des déserts secs de chez sec, ici en Atacama, désert d'Atacama au Chili, on la trouve dans des piscines ultra salées, ultra chaudes, pleines de choses qui ne nous plairaient pas du tout, on la trouve sous des glaciers en Antarctique, là les traces rouges c'est... en fait, c'est des bactéries qui dégradent le fer sous le glacier, et la flotte qui est sous le glacier finit par couler et emporter le fer qui est dégradé par les bactéries. Donc en fait, là, c'est une trace de l'existence d'un écosystème bactérien sous le glacier. Il y a de la vie sous des glaciers. Il y a de la vie aussi dans des volcans sous-marins par des milliers de mètres de fond. Il y a vraiment la vie partout, quoi, sur Terre. Alors, c'est des environnements qui ont l'air extrêmes, quoi. Qu'est-ce que ça nous dit sur la possibilité de la vie à s'adapter à des environnements? Ça nous dit que en fait, la vie s'adapte à un paquet d'environnements. Et en fait, on peut imaginer un certain nombre d'environnements dans le système solaire, donc pas si loin de chez nous, dans lesquels on peut mettre de la vie qu'on connaît sur Terre. Ça, c'est sur Mars. Ça a fait beaucoup de débat ces dernières années, cette idée. On avait cru qu'il y avait de l'eau qui coulait de façon saisonnière sur Mars. Je veux dire, ah non, c'est pas de l'eau, c'est des espèces de liquides ultra salés qui s'écoulent de temps en temps. Et même si c'est des liquides ultra salés, en fait, on connaît des formes de vie qui peuvent vivre dans ces trucs-là. Là, en bas, il y a Encelade, c'est un satellite je vais dire une connerie, Saturne. Je crois bien que c'est Saturne. Saturne. Qui est donc composé d'une énorme surface gelée, en dessous de laquelle il y a vraisemblablement un océan liquide. On n'est pas encore sûr, mais vraisemblablement il y a un océan liquide, d'eau. Bon, on connaît des bestioles qui pourraient vivre là-dedans. Mais sur Mars, on n'en a pas trouvé. Sur Encelade, on débat, mais pareil, il faut qu'on cherche, quoi. On ne sait même pas comment chercher exactement. Et les gens ils disent, des fois, il y a des gaz qui sortent de Encelade, il faut qu'on aille mesurer pour voir des choses et tout. Mais déjà, on peut peut-être continuer à essayer de réfléchir là, parce que c'est super. On connaît des endroits où la vie peut aller, mais bon, je ne vous ai même pas précisé quel type de vie.
puis aussi, elle peut y arriver, mais est-ce qu'elle va se développer là-dedans? Est-ce qu'on peut imaginer que la vie va se créer dans des sables rouges avec de temps en temps un peu de sel qui coule? Mystère. Enfin, mystère, en tout cas pour les quelques minutes, là, on va essayer de continuer là. On prend le problème à bras le corps, on va essayer de résoudre ça. Mais d'abord, ça nous pose la question quand même, comment est-ce qu'on va parler de la vie sans se donner une définition de la vie quand même? Bon, on va se donner une définition de la vie. Je ne vous le cache pas. Donc, quand on observe sur Terre, là, malheureusement, on n'a que la Terre à regarder, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder la Terre. Bon, ok. Sur Terre, on a toutes sortes de choses, on n'est même pas sûr de ce qu'on appelle la vie ou pas. Là, je vous ai représenté un virus, c'est minuscule, 200 nanomètres, donc 200 milliardièmes de mètres, quoi. Là, c'est des bactéries, bah, en fait, c'est juste 100 fois plus gros, mais bon, c'est toujours pas énorme. Là, des cellules animales, végétales, bon, là, c'est plus gros. Très bien. On a dit que tout ça, c'était vivant, parce que nous, on voit ça, on dit, bah, ok, c'est vivant. Instinctivement, on se dit, c'est vivant, très bien. Ok, on va essayer de trouver une définition qui va nous satisfaire pour la suite, et surtout, qui soit pertinente pour la recherche de la vie ailleurs, quoi. Déjà, on va dire qu'elle est pertinente parce que... Enfin, on va dire qu'elle est pertinente. On va prendre une définition qui est basée sur ce qu'on sait sur la Terre. Et on va dire que c'est pertinent parce qu'en fait, on n'a que ça comme exemple. Et du coup, bah, on peut que commencer par ça. Donc, commençons par ça. Mais c'est déjà difficile. Comment est-ce qu'on va mettre tout ça dans le même panier, là? Bon, allez. Là, ça, c'est ce qu'on appelle une membrane. Vous l'avez vu des dizaines de fois. Presque tout ce qu'on a vu avait une membrane. Oups, pas le virus. Tant pis. Tant pis pour lui. Là, c'est des noyaux avec de l'ADN dedans. Ok. Bon. Précisons. Pardon, je me suis trompé. Bon, ok, la membrane. On va un petit peu faire des rappels, rafraîchir ce que c'est une membrane. Ok, donc la membrane, j'ai montré tout à l'heure sur la photo d'avant, c'est une espèce d'enceinte qui contient les éléments qui composent la cellule, quoi. C'est un peu la peau de la cellule, quelque part. Et en fait, c'est composé de molécules comme ça, là, qui ont en fait à peu près les mêmes propriétés que l'huile. C'est-à-dire, l'huile, vous la mettez dans l'eau, bah, elle ne se dissout pas dans l'eau, quoi. Elle fait des bulles. Et en fait, l'huile, elle préfère rester avec l'huile, interagir avec l'huile qu'interagir avec l'eau. Alors, en fait, ça, ces molécules-là, alors elles sont un peu plus stylées que l'huile, quoi. Mais ce qu'il y a dedans, donc, globalement, c'est de l'huile. Ça veut interagir que avec les petites bandes noires comme ça, là. Donc, ça reste ensemble. Et à l'extérieur, là, ça aime bien interagir avec l'eau. Du coup, cette membrane, elle s'oriente de cette façon. On a de l'eau à l'intérieur, de l'eau à l'extérieur. Voilà. Du coup, on a un milieu à l'intérieur de la cellule, un milieu à l'extérieur de la cellule, et on a un mur entre les deux. Ok. On a parlé un petit peu d'ADN. L'ADN, encore une fois, petit rafraîchissement. L'ADN, quand on vous montre un chromosome, ça là, par exemple, c'est une molécule d'ADN. C'est une très très longue chaîne de petits blocs qui composent l'ADN, blocs qu'on appelle des acides nucléiques, des acides, pardon, bon, bref. Ces petites lettres là qu'on appelle ATGC. Ces petites lettres qu'on appelle ATGC, en gros, c'est les blocs qui composent cette molécule, qui est en gros juste un enchaînement de ces blocs dans tous les sens. Je me suis trompé, c'était quoi le mot? Des nucléotides, pardon, voilà, évidemment. J'ai fait trop de physique sur ce début d'exposé, je rame, merci. Ok, donc ces nucléotides, c'est les blocs qui vont s'accrocher les uns aux autres pour faire une très très longue molécule d'ADN. Alors là, on voit, il y a des trucs, ça c'est juste pour condenser l'ADN, pour faire en sorte qu'on n'ait pas une espèce de fil de pêche complètement emmêlé partout dans la cellule. Là, ça nous fait une bonne pelote. Très bien, cet ADN, on vous a sans doute dit, oui, c'est la molécule qui porte l'information génétique. Oui, c'est important, effectivement. Cette molécule d'ADN, elle a une capacité qui est assez spéciale, qui est d'être reproductive. C'est-à-dire que cette séquence de petits blocs, ben, en fait, on peut la reproduire. Mieux encore, c'est une information qui va déterminer, alors avec un certain nombre de détails, mais qui va déterminer ce à quoi va ressembler notre être vivant. Comment il va fonctionner, qu'est-ce qu'il va faire, tout ça. Très bien, donc ça se duplique, ce qu'on appelle dupliquer donc, et ça porte de l'information. Et en fait, ça, ce qui est très important, c'est que ça permet à nos organismes d'évoluer, d'être soumis à la sélection naturelle, au sens où Darwin l'a défini, où, bon, bah, supposons, j'ai un organisme qui est défini par une séquence, peu importe, et il va donc se répliquer, donner plusieurs autres organismes qui vont être un petit peu différents ou pas, selon à quel point il aura réussi à se copier fidèlement. Donc certains vont être différents, et bah, certains de ces organismes différents, bah, ils vont mourir, parce que bah, par exemple, ils ne forment pas de membrane, mettons. Ça, c'est un gros problème, là, ils meurent.
Ok, mais certains vont survivre, et peut-être ils vont survivre en étant différents. Et puis ensuite, eux-mêmes se répliquer en donnant des formes qui leur ressemblent et qui ne sont pas exactement les mêmes, et ainsi de suite. Et là, quand Darwin écrit I think et nous fait un petit arbre comme ça, bah, c'est ce processus qu'il est en train de dessiner. Il nous dit on a un être vivant à 1, qui en donne plusieurs, lui il meurt, lui il donne tout ça, et lui il donne tout ça, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on obtient toutes les espèces qu'on voit aujourd'hui. Bon, super, donc je résume. On a besoin d'une membrane et on a besoin que notre organisme il soit soumis à la sélection naturelle et qu'il puisse évoluer. Troisième chose, merde, encore de la physique. On a des physiciens qui ont voulu aussi donner une petite définition de la vie et qui nous offrent une définition qui est thermodynamique. Alors, je vais un petit peu préciser ce que c'est la thermodynamique un peu plus tard, mais là, si vous voyez ce livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la vie ?», il est écrit par Erwin Schrödinger, le même que le chat dans la boîte, là, vous savez, qui meurt ou qui meurt pas, on sait pas. Et là, c'est Boltzmann, c'est un autre qui est moins connu du grand public, mais qui est assez connu dans le monde des physiciens, parce qu'il a fait plein de choses aussi. Et donc ces deux-là ont travaillé sur une définition thermodynamique de la vie en disant oui, alors la vie, ça a besoin de diminuer son entropie. Ok, bon, l'entropie. Essayons de savoir ce que c'est. Alors là, à gauche, vous avez un verre, il n'est pas cassé. À droite, vous avez un verre, il est cassé. Ok. A priori, les verres ont plutôt tendance à se casser qu'à se réparer. C'est-à-dire qu'on va plutôt dans cette direction que dans l'autre. Ouais, hein, on est d'accord. Ça se saurait quand même si le verre est remonté sur la table et se fabriquait comme ça. Non. Bon, en fait, c'est ça l'entropie, c'est la capacité d'un système à être organisé, construit. En tout cas pour les biologistes. Donc finalement, ce verre-là, il est caractérisé par un état d'entropie qui est plus faible que l'état d'entropie de ce verre-là. Voilà, pas besoin d'aller chercher plus loin pour notre définition. Super, donc là, on a un morceau de thermodynamique. Je ne vous ai toujours pas exactement défini ce que c'était la thermodynamique. Mais en tout cas, on a cette définition un peu abstraite d'entropie. Mais on a aussi le fait que pour se rester organisé, on a besoin d'énergie. Ce verre, il a fallu de l'énergie, de l'effort pour le fabriquer, d'accord ? Et donc, il va falloir aller chercher de l'énergie dans le milieu. Donc là, la thermodynamique, en fait, c'est la branche de la physique qui nous permet de réfléchir à où est l'énergie, tout ça, et comment elle passe d'un endroit à l'autre, d'une forme à l'autre. Ok. On va prendre l'analogie du feu. Ça, c'est un feu. Si vous avez des brindilles, et vous voulez les allumer, vous êtes obligé de faire un effort, d'apporter un peu d'énergie en craquant une allumette et en apportant l'allumette sur le tas de brindilles. Ensuite, les brindilles, elles vont commencer à brûler, et si vous avez bien fait votre tas, en fait, il va finir par continuer à brûler tout seul, ce tas de brindilles. Vous n'avez plus besoin d'apporter l'énergie, vous pouvez même vous chauffer les mains, vous récupérez l'énergie. En fait, ça veut dire que le tas de brindilles, il contenait de l'énergie, à laquelle il a fallu accéder en apportant un peu d'énergie, qui est celle de l'allumette qu'on a craquée, et à la fin, on récupère de l'énergie pour se chauffer les mains. La vie, elle fait pareil, simplement elle ne brûle pas, parce que ça se verrait, mais globalement c'est ça, il y a des composés chimiques. La combustion, donc le fait de brûler, c'est une réaction chimique, hein. C'est pas différent de ce qui se passe quand vous mélangez des trucs en chimie. Là. Donc il y a de la matière, il y a des composés chimiques qui possèdent de l'énergie dans le milieu, et donc la vie, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va investir un petit peu d'énergie pour ensuite récupérer l'énergie de la réaction que c'est. Ça, c'est la réaction, par exemple. Il faut juste apporter un peu d'énergie, par exemple chauffer, et ensuite la réaction se fait, et elle dégage de l'énergie, et on récupère l'énergie qui est là. Là, en ordonnée, c'est l'énergie, hein, d'accord ? Donc, on a des composés qui contiennent un peu d'énergie, on augmente leur état d'énergie pour faire la réaction qui diminue leur état d'énergie, et en diminuant cet état d'énergie décomposé, on récupère l'énergie qui est là. La vie, grosso modo, elle fait ça, et puis même, en fait, l'analogie du feu est pas si bête, parce que nous, par exemple, on pratique ce qu'on appelle la respiration, n'est-ce pas ? Et la respiration, son équation bilan, quoi, grosso modo, ce qui se passe, il y a plein d'étapes en plus, hein, mais grosso modo, ce qui se passe, c'est ça, c'est on brûle un sucre, le glucose, avec de l'oxygène pour avoir du CO2 et de l'eau. C'est exactement la même chose qu'une réaction de combustion. D'ailleurs, je vous ferai remarquer qu'au bilan, je dis bien au bilan parce que c'est pas exactement ce qui se passe, mais la photosynthèse, c'est simplement, vous mettez la flèche dans l'autre sens. Alors là, vous allez me dire, ok, mais on a dit que ça contenait de l'énergie, qu'on avait pu investir un peu pour la récupérer, mais si ça va dans l'autre sens, est-ce qu'on va réussir à avoir de l'énergie ? En fait, la problématique de la photosynthèse est entièrement différente. C'est-à-dire que la photosynthèse, elle n'utilise pas cette réaction pour avoir de l'énergie. Elle investit l'énergie qu'elle a récupérée de la lumière pour fabriquer de la matière organique avec laquelle elle va se construire. Avec laquelle la cellule va se construire. D'accord ? On a une cellule qui fait de la photosynthèse, il y a de l'énergie lumineuse qui arrive, elle utilise cette énergie pour faire cette réaction dans le sens inverse, pour utiliser le dioxyde de carbone qui est dans l'air pour fabriquer des grosses molécules pleines de carbone qui fabriquent donc par exemple les feuilles, enfin tout quoi.
Ok. Et ce qui est important aussi à voir, c'est que supposez que vous voulez faire brûler un feu, donc on revient à notre tas de brindilles. Vous faites brûler votre tas de brindilles, et là vous mettez une cloche en verre dessus. Qu'est-ce qui se passe? Le feu il s'éteint. Il s'éteint parce qu'en fait on finit par avoir plein de CO2, de dioxyde de carbone, et même tellement de dioxyde de carbone que peut-être qu'il reste un peu de dioxygène, mais en tout cas il n'arrive pas sur la réaction et la réaction ne se fait plus. Mais en fait ça, la thermodynamique nous dit que l'énergie que peut libérer une réaction, donc la capacité qu'une réaction a à se faire spontanément, elle va venir de plein de facteurs qui sont aussi les concentrations en réactifs et en produits. Par exemple, s'il n'y a pas de réactif, il n'y aura pas de combustion. S'il n'y a que des produits, il n'y aura pas de combustion non plus. Et en fait, l'énergie disponible d'une réaction, elle va diminuer avec la saturation du milieu avec des produits, par exemple. Ça, c'est assez important. Ok, donc là, j'ai cité juste l'exemple de nous qui respirons et de la photosynthèse qui fait le contraire, globalement. Mais en fait, il existe vraiment plein de choses différentes à faire sur Terre. Par exemple, je vous ai parlé donc, des bactéries qui dégradaient du fer sous mes glaciers, là. Bon, elles ne tirent pas leur énergie d'un sucre qu'elles brûlent, elles ne tirent pas l'énergie de la lumière, parce qu'elles n'en ont pas. En fait, c'est simplement qu'il y a du volcanisme sous ce glacier. Et le volcanisme, en fait, il va récupérer des molécules, quoi, et les libérer dans un milieu, ici sous le glacier. Et ces molécules, elles vont contenir de l'énergie aussi. C'est des molécules minérales, cette fois, et non pas organiques, comme le sucre de la combustion. C'est des molécules minérales qui contiennent de l'énergie, et ces bactéries arrivent à exploiter l'énergie de ces molécules minérales en faisant des réactions. Même problématique pour ces fumeurs noirs là, que j'ai un petit peu montré avant, qui sont donc par exemple au plein milieu de l'Atlantique, donc il y a un peu de volcanisme. Il y a des eaux chaudes qui remontent, qui sont pleines de molécules, pleines d'énergie. Et il y a la vie qui se développe autour, pareil, sans lumière. Et là, dernier exemple, ça, c'est ce qu'on appelle des stromatolites. Alors eux, ils font la photosynthèse, mais en fait, il faut se rendre compte que la photosynthèse, c'est relativement jeune. Et vous allez voir que ces stromatolites là, qui sont en fait des gros cailloux couverts d'algues, plus ou moins. On va expliquer plus tard exactement ce que c'est. Et vous allez voir que c'est assez important en fait dans l'histoire des différentes façons qu'on a eu d'exploiter l'énergie. Enfin, que la vie a eu d'exploiter l'énergie sur la planète Terre. Bon, ok, petit bilan. Pour la vie, on a dit qu'il nous faut une source d'énergie, donc le soleil ou bien du volcanisme, comme on avait. Enfin, c'est un peu abusé de dire volcanisme là, mais on parle des molécules qui sont libérées par le volcanisme, mais il s'agit bien à l'origine d'avoir du volcanisme. Il faut un milieu extérieur et un milieu intérieur. Et pourquoi c'est important en fait d'avoir un milieu intérieur séparé du milieu extérieur? Sans ça, vous n'avez pas d'évolution puisque vous n'avez pas d'individu. Enfin, ou alors vous avez de la pseudo-évolution avec des molécules qui se répliquent, mais où il n'y a pas vraiment d'hérédité. Et en fait, c'est très bazar et on n'arrive pas. Enfin, les biologistes n'arrivent pas en ce moment à imaginer qu'on puisse vraiment avoir de la différenciation au sens de Darwin dans une soupe où il n'y a pas de membrane. Ok. Bon, très bien. On a un petit peu vu comment on pouvait définir la vie. Tout ça. La suite. Comment est-ce que donc ça là, cette vie qu'on a définie, elle apparaît? Comment on passe d'un caillou à un caillou avec un peu autre chose dessus, quoi. Bon, j'ai un peu parlé des composants de la vie tout à l'heure en parlant donc d'ADN, de membranes, tout ça. Ok, mais moléculairement, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est un acide aminé, c'est ce qui compose les protéines. Donc les protéines, vous savez, c'est ces hommes à tout faire de la cellule, quoi, qui servent absolument à tout, qui sont juste des outils fabriqués par la cellule pour faire à peu près tout, de se répliquer, à s'entretenir, à protéger son ADN, à condenser son ADN, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est mes fameux nucléotides. Donc il y en a deux là. Donc c'est ça qui s'assemble pour faire une longue chaîne d'ADN, d'accord? Et là, tout au bout, c'est le genre de molécule qui fait les membranes. Bon, tout ça, on voit que c'est globalement du carbone et puis d'autres petites choses, mais ce qu'on appelle donc des molécules organiques simples. Et il se trouve que la chimie pour fabriquer ce genre de molécules, en fait, assez répandue en fait. Il y a une expérience qui date de 1953 où il y a des chercheurs qui sont amusés à juste mettre donc du CO2, des nitrates, donc des composés qui contiennent le N de tout à l'heure, le C de tout à l'heure, tout ça dans un ballon. Il faut chauffer ça. Après, ils mettent des éclairs dans les vapeurs. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent des composés organiques simples à la fin. Bon, bah, ça n'a pas l'air si compliqué à faire, hein, parce qu'une atmosphère, enfin une planète qui bout avec des éclairs,
c'est pas impossible qu'il y en ait plusieurs, quoi. Ok, mais donc là, on a comment obtenir les blocs de base, quoi. Mais on a dit, ces blocs, il faut les assembler pour faire des chaînes. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, ça, c'est là où on trouve des molécules organiques. En fait, on en trouve effectivement partout, ces petits blocs-là. On en trouve, mais ça, c'est une nébuleuse. C'est juste un tas de gaz dans l'espace. On trouve des molécules organiques simples, comme celles que j'ai décrites. Ça, c'est Churyumov-Gerasimenko, le nom est imprononçable, mais c'est la fameuse comète qui a été visitée récemment. Contient des composés organiques simples. Titan, l'atmosphère contient des composés organiques simples aussi. En fait, il y en a partout. Ok, bon, bah, le problème, ça n'a pas l'air d'être de fabriquer les petites boîtes. On va chercher à l'étape d'après. Comment est-ce qu'on fabrique les longues chaînes de ces petites boîtes? Ouais, ok, voilà, donc ce que je disais. Très bien. Le problème, c'est que pour fabriquer ces chaînes, on s'aperçoit que la réaction, elle dégage de l'eau. C'est une réaction, ce qu'on appelle de déshydratation. En tout cas pour les protéines. Très bien, mais si vous vous rappelez un peu de ce dont je parlais en termes de thermodynamique tout à l'heure, je vous ai dit, mais si on a trop de produits, la réaction, elle ne se passe plus, quoi. C'est comme si on mettait une cloche sur un feu, ça ne se passe plus. Et imaginez si vous êtes dans l'eau et que vous voulez polymériser, donc faire des longues chaînes avec les petits blocs, là. Et en fait, vous n'y arrivez pas parce que votre réaction, elle produit de l'eau et vous êtes dans l'eau. Dur. Dur, hein, le coup de chercher l'eau liquide pour l'habitabilité. Bah ouais, bah en fait, on est obligé de laisser tomber l'hypothèse que la vie est apparue au fond des océans. À cause de ça. C'est assez récent, hein. C'est pas du réchauffé. Ok, donc mais maintenant, là, je suppose que certains d'entre vous avaient entendu parler de ouais, la vie, elle est apparue au fond des océans, dans ce qu'on appelle les fumeurs noires, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont ces fontaines-là. Ok, mais là, on a dit on peut pas être dans l'eau tout le temps, quoi. Évidemment, il faut de l'eau un peu parce que, bah, en fait, on peut pas faire beaucoup de chimie sans eau. Mais on peut pas être sous l'eau, quoi. Du coup, bah là, les scientifiques se grattent la tête. Où est-ce qu'on trouve des endroits où il y a de l'eau et pas d'eau? Comment ça se passe? Il y a un génie qui nous dit ah, mais les geysers, en fait, des fois il y a de l'eau et puis ensuite elle s'enlève et toutes les heures on remet de l'eau et on l'enlève. Ok, bon, bah, bon candidat peut-être, hein. Mais alors, donc pas au fond des océans, hein. Et puis surtout, chapeau à quelqu'un. Chapeau à Darwin, qui avait dit, comme il y a 200 ans, la vie est apparue dans une petite flaque chaude sur le continent. Et depuis, ouais, il manque le joint. Et depuis, on a quand même fait 200 ans à penser que, enfin presque 200 ans à penser que c'était au fond des océans. Et là, c'est que depuis 3 ans, quoi, qu'on se dit, bah, en fait, non, l'origine de la vie terrestre, c'est sur les continents, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas juste confirmé par cette question de chimie du passage des protéines, enfin des éléments de base des protéines aux grosses protéines. C'est aussi confirmé quand on fait des phylogénies. Les phylogénies, en gros, c'est on essaie de dresser l'arbre de parenté du vivant, quoi. On va pas plus parler de comment on fait ça, mais en tout cas, il y a des gens qui arrivent à savoir quelle était la température optimale, la température du milieu de vie de nos ancêtres, en fait. Donc là, vous voyez, nous, on est là, Homo. Puis il y a des bactéries et d'autres types de bactéries qu'on appelle archées maintenant. Et en fait, on voit qu'à l'origine, la température qui va bien, quoi, c'est autour des 20 degrés. En fait, c'est marrant parce que pendant longtemps, on a cru que c'était plutôt 70 degrés ou 60 degrés. Parce qu'en fait, on avait trouvé que sur ces branches-là, on avait 60 degrés. Donc on s'est dit, ok, bah, notre ancêtre à tous vivait à 60 degrés. Et donc là, un peu plus tard, il y a des gens qui disent ouais, mais en fait, on a réussi à ressusciter des protéines encore plus vieilles. Enfin, je dis ressusciter une protéine, en fait, on imagine à quoi elle ressemblait, à quelle température elle fonctionnait bien. Et on dit en fait, non, c'est autour des 20 degrés. Et en fait, c'est des températures qui sont plus proches des environnements continentaux que des fumeurs noirs qui sont très très chauds, en fait. Donc ça, c'est une confirmation déjà. Et puis même s'il fallait encore une confirmation, il se trouve que les plus vieux microfossiles qu'on trouve, alors ça se dispute avec l'erreur entre différentes sources, mais en tout cas, là, ces gens qui se sont dit, ouais, peut-être la vie est apparue dans les geysers, ils sont allés en Nouvelle-Zélande, sur un geyser. Et là, en fait, vous voyez tout ce qui est marron et jaune, mais en fait, ça contient des petites algues, des petites bactéries de partout. Et donc, ils vont chercher des anciens geysers qui ont fait du caillou. En fait, il y a des cailloux qui sont fabriqués par le geyser, parce que les molécules qu'il y a dans le geyser finissent par précipiter, comme quand vous faites du calcaire au fond de votre bouilloire. Donc, ça fait des espèces de pierres comme ça. Donc ils disent, ok, on va chercher dans ces pierres-là pour voir s'il n'y a pas des traces de vie. Et ils tombent sur ces petites bulles-là, qui sont en fait des anciennes bulles créées par la vie. Et enfin, par des petites bactéries qui font de la photosynthèse. Et qui ont donc... pardon, qui ne font pas de photosynthèse.
qui ont donc 3,5 milliards d'années. Et c'est super vieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plus vieilles traces de vie qu'on trouve, elles ont toutes, c'est tout à la marge d'erreur près, c'est entre 3,5 et 4 milliards d'années, quoi. Donc ça rentre dans les plus vieux qu'on trouve. Ok. Et ce qui est encore plus incroyable avec cette découverte sur où la vie apparaît sur Terre, en se disant, ok, c'est dans les geysers, c'est dans les flaques chaudes sur la Terre, enfin chaudes, tièdes. Et en fait, il se trouve que Curiosity, le petit robot qui est sur Mars en ce moment, il a trouvé un environnement sur Mars qui est en fait un ancien geyser, une ancienne source chaude, quoi, qui est là. Ok. Pas mal, hein? Et puis encore mieux, à ce niveau-là, il a trouvé des petits cailloux qui ressemblent à ça, qui ressemblent très fort aux cailloux qui sont formés par des bactéries des sources chaudes sur Terre. Alors évidemment, là, on voit une photo, on dit ok, ça ressemble. Bah, en tout cas, ce que ça nous dit, c'est que si on doit chercher quelque part, peut-être que chercher là, ça serait pas mal, quoi. Chercher qu'est-ce qu'il y a dans ce caillou, à quoi il ressemble vraiment, si on pouvait avoir une image un peu moins pixelisée, quoi. Donc voilà, quand même des bonnes pistes sur le fait que Mars, ça a une tête de vieux caillou tout sec, mais peut-être que ça n'a pas toujours été le cas, en fait. Et peut-être qu'il y a eu des conditions dans lesquelles la vie a pu apparaître. Intéressant, n'est-ce pas? Ok. Mais maintenant, donc j'ai dit, Mars, maintenant c'est un caillou tout sec, on voit pas des forêts tropicales sur Mars, la vie foisonne pas. Mais si jamais la vie est apparue, en fait, est-ce que ça nous dit que la vie va rester sur Mars? Est-ce que c'est pas possible que la vie soit apparue sur Mars et ait disparu? Bah peut-être, en fait, on peut penser à plein d'événements qui nous disent que la vie s'éteint brutalement à cause d'une catastrophe. J'ai déjà parlé de l'obliquité, peut-être que dans 1,5 milliard d'années, nos très lointains descendants vont tous mourir à cause de la Terre qui s'incline, quoi. Peut-être qu'il peut y avoir des gros impacts de cailloux sur la Terre qui tuent tout, quoi. J'ai aussi parlé des supernovas tout à l'heure, qui sont donc des explosions d'étoiles qui ont tendance à un peu tout brûler. Ça, c'est un peu des phénomènes physiques qui peuvent se passer et qui peuvent tout casser sur une planète. Mais même au-delà de ça, en fait, on ne sait pas très bien si la vie va elle-même avoir tendance à se maintenir ou pas, ou si même elle a besoin de rien ni personne pour mourir ou pas. En fait, on ne sait pas. Donc on va essayer de réfléchir un peu à ça. Ok, quiz. Cette photo, c'est dans une grotte. Ok, et ce qu'on voit, ce sont des stalactites. Alors je ne sais pas si vous arrivez vraiment bien à voir, c'est peut-être un peu difficile, mais qu'est-ce que vous pouvez me faire comme remarque sur, par exemple, cette stalactite-là, là, ou celle-là, ou celle-là? Hein? Pardon? J'entends des murmures de propositions, mais est-ce que quelqu'un a une idée plus précise? Là. Ces stalactites-là, qu'est-ce qu'elles ont comme problème un peu là? Elles sont bizarres, non? Elles sont penchées. En fait, elles poussent vers la lumière. La lumière de la grotte, elle vient là, et la stalactite pousse vers la lumière. Est-ce que c'est pas incroyable quand même? On nous dit, stalactite, ça tombe, hein, stalactite tombe, c'est comme ça qu'on le retient. Là, elle pousse vers la lumière, c'est quand même fou. Bon, en fait, le mystère est très facilement éclairci, c'est juste qu'on a des petites algues qui se mettent dans l'eau, et elles vont pas se mettre là où il n'y a pas de lumière, parce que sinon elles meurent, les algues. Donc elles sont là où il y a la lumière, et là où il y a les algues, l'eau a tendance à rester, parce que les algues forment une petite mousse, et du coup, l'eau, elle va laisser du calcaire là où il y a les algues, parce que c'est là où elle passe. Et donc, en fait, progressivement, la stalactite va pousser vers la lumière à cause des algues. Alors, ce qui est marrant dans l'histoire, c'est qu'à la fin, ces stalactites, bah, vous imaginez, si elles poussent comme ça vers la lumière tout le temps, bah, à la fin, elles tombent. Et puis, toutes les algues qu'il y a dessus, c'est fini, quick. Bon, ça nous dit deux choses quand même. Ça nous dit que c'est pas évident que la vie tende à l'harmonie et à continuer à vivre, n'importe quoi. Et ça nous dit aussi que la vie et le caillou, bon, bah, ça interagit quand même pas mal, quoi. Ça, c'est assez combiné. Et même, il n'y a pas besoin d'être à une si petite échelle que celle d'une grotte obscure, je ne sais pas où. La Terre a été radicalement changée par la vie, en fait. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces stromatolites, qui sont donc aussi des formations liées à la précipitation des ions autour des bactéries qui font de la photosynthèse. Et en fait, c'est les premières bactéries qui font de la photosynthèse, c'est les stromatolites. Et en fait, si je vous dis qu'à l'époque, il n'y avait pas d'oxygène dans l'air. Il y avait du dihydrogène, il y avait du dioxyde de carbone, il y avait toutes sortes de choses, et il n'y avait pas d'oxygène. Maintenant, il y a des gens qui commencent à faire de la photosynthèse. La photosynthèse, ça rejette de l'oxygène. Vous passez d'une atmosphère où il y a zéro oxygène à une atmosphère où il y a de l'oxygène. Waouh! Déjà, le fer oxyde complètement. En fait, le fer de cette époque-là est tout rouillé à la surface de la Terre. Donc déjà, on a une période où tout rouille. Tout se met à rouiller, quoi. C'est inconnu depuis des milliards d'années. Le fer rouille, quoi. Et puis pire encore, maintenant, on peut faire du feu. Le feu, je vous ai parlé tout à l'heure, ça demande de l'oxygène. Mais mieux encore,
Il n'y a pas que le feu qui demande de l'oxygène, il y a aussi notre respiration. Et en fait, l'invention de la respiration qu'on connaît aujourd'hui, notre existence, en fait, dépend de cet événement-là, où la vie a commencé à cracher de dioxygène dans l'atmosphère. Mais en fait, c'est pas évident qu'on ait survécu. Vous imaginez si ça crachait autre chose ou, enfin, c'est quand même une transformation qui est radicale et qui n'a pas été faite à dessein, a priori. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui pensaient ça dans cette salle. En tout cas, c'est un avis contre lequel je vais être fermement opposé, quoi. C'est pas fait à dessein. Et on change radicalement la Terre. Ok, bah, c'est pas évident on ait eu, que le coup de bol de continuer la vie soit une constante, quoi. D'ailleurs, j'ai parlé un peu de ces choses faites à dessein et d'harmonie de la Terre. En fait, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, de l'hypothèse Gaïa. Gaïa, c'est cette déesse-là, qui est la déesse de la Terre. Et l'hypothèse Gaïa, c'est une hypothèse qui est avancée par un certain Lovelock, Arthur Lovelock, qui prétend que la Terre, c'est comme un grand être vivant qui s'autorégule pour rester en harmonie, quoi. Ouais, bah pas évident quand même, hein, parce que ça a l'air d'être un peu tendu cette histoire d'un coup on change tout sans vraiment savoir ce qui se passe. Ok, bah alors du coup c'est maintenant que je vais te parler un peu des derniers termes là, parce que on allait jusqu'à l'apparition de la vie un peu, et puis maintenant on a commencé à discuter de la capacité de cette vie à se maintenir et à perdurer, tout ça. Ok, bon, imaginons qu'on ait besoin de beaucoup de temps pour former de la vie complexe. Comme nous, par exemple, on est relativement complexe, bah, il va falloir que la vie se maintienne pendant un bon bout de temps. Alors sur Terre, c'est sympa parce que la vie existe depuis à peu près 4 milliards d'années, et donc ça laisse une grande fenêtre de temps. Mais c'est pas évident d'avoir tout ce temps-là, et puis surtout ce qui n'est pas évident, c'est de savoir si la vie se suscite pas, quoi. Donc le temps, c'est pour se référer aux événements dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont des événements physiques, donc les météorites, tout ça. Et maintenant, donc vraiment la question de si la vie a plutôt tendance à se maintenir toute seule ou pas. Il y a des gens qui réfléchissent à ça, qui se disent, ok, bon, bah, avec tout ce qu'on a dit là, on a trois scénarios, quoi. Premier scénario, en fait, la vie, ça apparaît pas facilement, quoi, et puis du coup, il n'y en a pas beaucoup dans l'univers. Ok. Deuxième scénario, la vie apparaît facilement et puis elle se maintient, donc elle dure super longtemps, on a des des formes de vie super complexes, des civilisations qui communiquent, tout ça. Troisième scénario, la vie apparaît presque partout, enfin partout où elle peut à peu près, et après elle s'éteint toute seule parce qu'elle n'arrive pas à se maintenir, elle pollue son atmosphère, elle se suicide, quoi. Et après on n'a plus que la vie sur quelques planètes qui ont réussi à passer le cap. Bon, ça fait réfléchir quand même sur, sur notre situation là à l'heure actuelle, au XXIe siècle. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Dans quelle courbe on va être? Parce que nous, en tout cas, on est vivants, donc c'est sûr qu'on n'est pas dans le rouge qui est là. Nous, on est soit là, soit là. Alors a priori, ça fait longtemps qu'on est là, mais peut-être que tous les jours, on tire un dé pour savoir si on meurt, quoi. Ok, bon, bah réfléchissons bien. Ok. Donc j'ai parlé un peu de Mars pour introduire cette idée que la vie pouvait peut-être apparaître et puis disparaître, et voilà. Bah, ça nous dit surtout que il va falloir vraiment mieux voir ce qui se passe sur Mars. Et surtout, bon, bah, maintenant la question est vraiment devenue beaucoup plus simple parce que ce qu'il faut, c'est chercher bien sur Mars. Si on trouve des petits fossiles, mais pas d'autres formes de vie, et que tout est éteint, ça nous dit que plutôt la vie a tendance à pas se maintenir. Alors évidemment, c'est encore une fois que l'exemple de Mars, mais ça irait dans ce sens. Si en revanche on trouve des formes de vie, par exemple, il y a quelques temps, on a trouvé beaucoup d'eau liquide sur Mars. Si jamais il y a encore plein de vie dans l'eau de Mars, ça nous dira autre chose sur la trajectoire qu'a pu faire Mars en termes de vie. Par exemple, la vie a existé plus longtemps sur Mars que ce qu'on pourrait penser si jamais on l'a trouvé nulle part, et a pu coloniser des environnements plus ou moins extrêmes, et s'adapter, et avoir le temps en fait, de créer des organismes qui peuvent habiter des endroits qu'on aurait pensé pas habitables, ou dans lesquels la vie ne peut pas apparaître. Et donc voilà, ça nous dirait que la vie aurait existé pendant un certain temps, enfin qu'une vie aurait existé de façon profuse pendant un certain temps. Si on trouve rien, bah ça veut pas dire qu'il n'y a rien, c'est ça qui est dommage dans la science, ça veut juste dire chercher plus. Pas de chance. Ok, bon, petit bilan sur un peu les termes de notre équation. J'ai dit qu'on laissait tomber le nombre d'étoiles, je pense qu'il y en a beaucoup. Ok, fraction des planètes. En vrai, on n'a pas vraiment répondu à ça, c'est marrant, hein. On n'a pas dit il y a N planètes N étoiles qui ont des planètes autour de leur étoile, autour d'elles, pardon. En tout cas, on sait que ça existe des exoplanètes, on sait qu'il y en a qui ressemblent à la Terre, il y en a qui sont gazeuses. En tout cas, il y en a qui sont dans des zones un peu diverses, dont la zone habitable. Il y a toutes sortes de choses, quoi.
Après, nombre de planètes habitables par étoile. Bah du coup, finalement, on a vu que c'était pas si compliqué de voir apparaître la vie, quoi. Parce que vous avez vu les geysers d'apparition de la vie, là, on est sur le continent, il n'y a pas d'ozone dans l'atmosphère qui protège les rayons ultraviolets. Donc les bactéries sont obligées toutes seules de se protéger. Bah apparemment, elles l'ont fait. Il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est un peu du volcanisme. Vous imaginez une Terre juste couverte de geysers et de flaques bleues, vertes, pleines d'acide, trucs. Ouais, ça n'a pas l'air habitable hein, comme ça. Bah, en fait, c'est là que la vie est apparue, vraisemblablement. Donc finalement, c'est pas si compliqué peut-être. Et la fraction de ces planètes où la vie apparaît, j'écris peut-être à chaque fois. Bah, on n'a pas de raison chimiquement de penser que s'il n'y a pas les conditions d'apparition de la vie apparaisse pas, quoi. Donc a priori, finalement, ces deux termes sont un peu confondus. Et il faut reformuler celui-là plutôt en termes de planètes où la vie a pu apparaître ou peut apparaître. Fraction de ces planètes où la vie intelligente apparaît. Fraction de ces planètes capables de communiquer. Durée moyenne d'une civilisation. Même chose, même terme. Cette question de savoir si la vie se maintient ou pas, combien de temps elle dure. On peut penser en fait que tout ça, ça revient juste à la question de savoir si la vie a le temps en fait de faire ça. Ok, bon. Désolé, il n'y a pas de réponse numérique. Mais merci de votre attention. Et en tout cas, on compte sur le petit robot là pour nous trouver peut-être des micro-fossiles ou peut-être de la micro-vie encore vivante. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être à tes questions, mais t'as pas tellement parlé de l'atmosphère. Est-ce qu'on peut imaginer une vie sans atmosphère? Par exemple, sur Mars, le problème, c'est pas qu'elle est trop petite, garder une atmosphère de gaz. Alors, est-ce qu'on peut imaginer la vie sans atmosphère? L'exemple de Mars qui n'en a plus, ou presque plus. On pense que, je dis plus parce qu'on pense qu'il y en avait une effectivement avant d'atmosphère, beaucoup plus riche, et que potentiellement, en fait, une des raisons pour lesquelles elle l'aurait perdue, c'est le fait de ne pas avoir eu de plantes, ou pas assez. Ou peut-être qu'il y a eu des événements trop catastrophiques, comme cette histoire d'inclinaison là. Mais en fait, il y a des modèles physiques qui nous disent que quand qu'il y a une atmosphère assez facilement en fait sur une planète, parce qu'il y a de l'eau assez facilement. Mais après, de l'eau, la question c'est plus ou moins riche, et le dioxyde de carbone qui vont déterminer en gros la température. Et ça, en fait, je m'embrouille un peu, mais il y a des modèles physiques qui nous disent que si jamais on ne fait pas intervenir la vie, en fait, au cours du temps, la planète érode très vite son atmosphère, parce que elle est moins protégée, elle est moins pleine d'eau. En tout cas, avec l'exemple de la Terre, on pense que s'il n'y avait pas eu la vie, on n'aurait plus d'atmosphère aujourd'hui, comme Mars. Après, est-ce qu'on peut imaginer que la vie apparaisse à un endroit où il y a vraiment zéro atmosphère? Bah, moi j'aurais tendance à dire c'est zéro atmosphère, c'est-à-dire que l'eau bout très facilement et que du coup on peut vraiment pas avoir de flaques et donc a priori c'est mort quoi. Et peut-être qu'il y a des endroits où on en a, je sais pas. Mais ouais, bonne question, la question de l'atmosphère. C'est juste qu'on se la pose pas beaucoup parce qu'on peut pas vraiment observer les atmosphères encore. On n'a pas beaucoup d'observations d'atmosphère de planètes. Pourquoi l'eau, il faut qu'elle soit sous forme liquide? Parce que pour les réactions chimiques dont on a parlé, si c'est juste la molécule H2O sous forme gazeuse, ça devrait marcher. Du coup, pourquoi on pense dans une flaque d'eau liquide et pourquoi dans une planète où il y aurait que de l'eau qui bout et qui donc c'est sous forme gazeuse, ça marcherait pas? Alors l'histoire c'est qu'on a besoin de dégager de l'eau pour faire la réaction. Donc ce que ça nous disait c'est que si on était vraiment sous l'eau, ça marchait pas. Maintenant, sans atmosphère, il faut quand même. Enfin, on prend quand même une flaque où il y a de l'eau de temps en temps parce que sinon les molécules ne se rencontrent pas en fait. Si elles sont sur du sec, en fait, si elles sont sur du sec, elles sont pas très mobiles et du coup, il y a peu de chances qu'elles se rencontrent. Si elles sont dans du gaz, elles sont tellement éloignées qu'il y a peu de chances qu'elles se rencontrent. Et en fait, on peut imaginer que dans l'eau, il y a plus de chances que les molécules se rencontrent et que la réaction se fasse. Je suppose que c'est ça. Tu disais qu'il fallait de l'évolution. Pourquoi il faudrait absolument de l'évolution pour la vie? En fait, ça, c'est. Moi, je l'introduis parce que je pense que si jamais on trouvait. Si jamais on se donnait une définition de la vie qui ne contient pas l'évolution, et qu'on trouvait quelque chose ailleurs qui correspond à cette définition, en fait, ça ne nous parlerait pas comme étant de la vie. On le verrait, on aurait du mal à penser que c'est de la vie. Pardon? Parce que si jamais. En fait, l'évolution, elle suppose juste que les descendants ressemblent aux parents et qu'il y a des descendants, quoi. Quand même. Enfin, ressemble et qu'il y a un peu de diversité. Ok, mais s'il n'y avait pas de descendants, s'il n'y avait pas de notion d'individu, s'il n'y avait pas de notion de changement, enfin, je pense qu'on aurait du mal à imaginer ça comme de la vie. Et ça serait très frustrant de trouver un truc qui ait une membrane, mais qui en fait constitue pas des individus et qui soit juste en fait peut-être des gouttes d'huile. Enfin, tu vois, je pense qu'on aurait du mal vraiment. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une vie qui se réplique, mais qui n'a pas d'erreur dans ses applications, qui n'évolue
se diversifie pas. Bah, le problème, c'est que le jour où l'environnement change, si elle s'est dupliquée à l'identique, elle meurt. Et donc les seules qui restent, c'est celles qui ont réussi à se modifier un peu. Merci l'évolution. Ouais, est-ce que la vie est apparue une seule fois sur la Terre, du coup? Parce que je me pose la question si elle est apparue au moins une fois, peut-être elle est apparue dans deux flaques à côté, ou chercher des traces, ou se poser la question. Bah, très bonne question. Est-ce que la vie est apparue une fois ou plus sur la Terre? Bah, on ne sait pas. Non, est-ce que- On ne sait pas, et si on voulait savoir, ça serait un peu compliqué parce que, en gros, il faudrait trouver quelque chose qui soit de la vie, mais qui soit pas la vie qu'on voit actuellement. Alors, il y a deux options. Soit c'est deux émergences de la même chose, ce qu'on appelle de la convergence. Ce qu'on appelle de la convergence, et à ce moment-là, on aurait du mal à voir que c'est pas la même chose, je pense, parce que les traces qu'on voit, c'est vraiment juste des trous dans des cailloux, des choses où on n'a pas beaucoup d'éléments, quoi. Et par contre, il y a quand même un argument qui nous fait penser que elle a peut-être, enfin, elle est peut-être apparue vraiment qu'une fois, c'est le fait que on est tous un ancêtre commun et qu'on trouve rien en dehors de vivant. Il n'y a pas de, enfin, voilà, quand on arrive à tout rejoindre à un ancêtre, donc bon. Voilà, ça éclaire un peu la question. Je ne sais pas si c'est très satisfaisant comme réponse, oui. Non, mais on pourrait imaginer, comme tu dis, que si la vie n'a pas forcément trop tendance à se maintenir, et puis elle apparaisse, puis elle redisparaisse, puis elle réapparaisse. Oui, c'est une option aussi. Apparent de- C'est une option, ouais. Ouais, ouais, mais ouais, bah, je suppose que les gens cherchent, mais c'est sûrement pas très facile. C'est quoi le plan au niveau scientifique si jamais on trouve de la vie sur Mars, sur une planète extraterrestre ou ailleurs? Le plan au niveau scientifique. Ouais, est-ce qu'on ramène, est-ce qu'on fait une expédition pour analyser? Ben, Ouais, c'est facile à la regarder. mais je pense qu'on paniquera complètement de savoir quoi faire. En tout cas, aujourd'hui, il y a une politique très stricte sur rapporter des matières sur Terre. On n'a pas envie de rapporter n'importe quoi et de se faire péter un truc à la figure qu'on ne connaît pas. Donc on dit on ramène rien, ou on stérilise tout bien, ou bien que dans des labos très sécurisés. Mais ensuite, moi, je pense que les traces de microfossiles sur Mars, je pense qu'il vaut mieux envoyer des humains que des robots pour faire ça, et que du coup, bah, on sera capable d'examiner ça sur Mars. Et ce qui sera très intéressant à examiner, c'est bah, déjà si c'est composé d'ADN, enfin si la molécule qui transmet l'information est la même, peut-être même, ouais. Bon, allez, Et donc, vas-y. non, la réponse, je te reste qu'on pollue, qu'on contamine chez eux. Ramener, d'accord, mais dans le sens. Oui, il y a ça aussi. Il y a... Les humains pourraient des microbes. ouais, ça c'est un problème. Bon, après, quand ils sont dans une combi, ça devrait aller, mais... Ouais, Mais effectivement, quand on envoie des robots sur Mars, on les stérilise complètement pour être sûr de pas récupérer une bactérie qu'on a envoyée de la Terre en disant « Ah la vache, il y a la vie sur Terre, et en plus, elle ressemble à la... il y a de la vie sur Mars, elle ressemble à la vie sur Terre. C'est la même, c'est incroyable. » Non, on essaie d'éviter ça, du coup, on stérilise tout, ouais. Alors, ta question en gros, c'est est-ce qu'à cause des UV, la vie a vraiment pu apparaître sur le continent alors que l'eau protégeait des UV à une époque où il n'y avait pas d'ozone pour protéger des UV? Ok. La photo, est-ce que je vais essayer de revenir? Non, c'est pas ça. J'essaie de revenir à mes geysers. Si j'y arrive. À franchir toutes les animations énormes. Ok. Donc, parmi toutes ces choses colorées, en fait, là, je vous ai dit que c'était des colonies de bactéries. Et en fait, elles fabriquent un matériau qui les protège des UV. Donc, en fait, on peut imaginer qu'il n'y avait pas besoin de l'eau pour protéger des UV, qu'au bout d'un moment, on a réussi à se protéger des UV en fabriquant des molécules, quoi. Qui ne soient pas de l'ozone, mais simplement d'autres molécules. Tu dis au bout d'un moment, mais entre le moment où on arrive à fabriquer ça et le moment où la vie a commencé, il y a tout un moment où on n'a pas protéger des UV. Ouais, alors après, on peut imaginer que c'est dans des infractuosités, des cailloux. On peut aussi imaginer que, en fait, parce que les UV, ils viennent casser l'ADN et dégrader l'information. Mais bon, dans un monde où on n'a pas vraiment de membrane et où l'information est juste là, elle flotte, et de toute façon, c'est un milieu chaud, très réactif, où il se passe plein de trucs. Peut-être que de toute façon, la question n'est pas vraiment celle du maintien de l'information, mais d'abord de l'arrivée d'un milieu intérieur, quoi. Et ensuite, on peut vraiment se poser la question, effectivement. Il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a déjà réfléchi quand même à un ordre de grandeur qui serait donné par l'équation de Mach, donc en approximant, dans les ordres de grandeur, est-ce qu'on a un chiffre quand même qui part une application de Alors, il y a... Ah bah, elle était là, mais je l'ai chopée après. Il y a plein de gens, en fait, qui ont essayé de vraiment compter, hein.
Il y a des estimations qui vont de millions de planètes qui contiennent de la civilisation, à d'autres qui disent plutôt 5, d'autres qui disent 0. En fait, tout est possible, parce que comme tu multiplies tous tes termes, ils ont tous la même valeur informative. Et en fait, dès que tu as un terme sur lequel tu as de la précision, fois un terme sur lequel tu n'en as vraiment pas, ça ne dit pas grand-chose finalement. Alors après, il y a des gens là, très récemment, qui sont amusés à faire des distributions de probabilités par terme, quoi, pour essayer de voir de quelles estimations on a eues, et donc de compiler toutes ces estimations pour essayer de faire des probas, et ils trouvent que globalement, on est tout seul. Voilà. Mais bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Le problème, c'est qu'on peut pas faire n'importe quoi avec cette équation, quoi. Allez. Ton exposé s'appelle La vie grouille-t-elle dans l'univers? Exactement, excuse-moi. Merci, j'avais oublié. Oui, alors si la vie existe dans l'univers, alors elle grouille. C'est la morale. C'est que effectivement, on pense qu'on peut trouver plus facilement de la vie microscopique qui grouille, quoi. Mais ce sera plus compliqué de trouver de la vie qui marche. Voilà, excusez-moi. Ok. Merci.